Comme promis, on parle économie avec vous, Christophe, dans cette rebonjour. Christophe, on va évidemment revenir sur ce départ d'Emmanuel Macron, l'un des plus jeunes ministres de l'économie de la Ve République. Quel bilan après un peu plus de 2 ans passés à Bercy ? Bien, en 2 ans, son passage au ministère de l'économie sera marqué par une loi qui porte son nom, dont la mesure phare était la libéralisation des compagnies d'autocars. Emmanuel Macron laisse pourtant un bilan en demi-teinte. Julien Cheida. Dès son arrivée à Bercy en août 2014, le jeune ministre détonne dans le gouvernement socialiste. Il prône une politique de l'offre. Son objectif ? Enlever les verrous qu'il y a de manière très concrète dans notre économie. Ce sera le point de départ de sa loi phare, la loi Macron. Texte à tendance libérale, symbole du virage économique amorcé par François Hollande. Plusieurs mesures importantes y figurent. Tout d'abord, une simplification du système des prud'hommes, les tribunaux qui arbitrent les conflits entre employeurs et salariés. Vient ensuite l'ouverture du capital des aéroports de Lyon et Nice. 2 milliards d'euros qui rentreraient dans les caisses de l'État. Autre mesure, l'assouplissement du travail le dimanche, soumise à un accord au sein des entreprises. Texte défendu contre vents et marées par Emmanuel Macron. Ceux qui ne veulent pas changer le pays, ceux qui préfèrent dire que tout va bien, ceux qui préfèrent dire on ne fait pas assez parce que vous ne l'avez pas fait, nous ne voulons rien faire, mais nous avancerons. Malgré quelques embauches, les commerces ouverts le dimanche n'ont pas vu de changement notable sur leur chiffre d'affaires. Seule la libéralisation du transport en bus a pour l'instant eu un impact visible. 1500 emplois créés en 1 an. Mais tout en s'affichant libéral, Emmanuel Macron n'en reste pas moins un pragmatique, à l'image de la recapitalisation par l'État d'EDF en avril dernier à hauteur de 4 milliards d'euros. Qu'il soit social ou libéral, Emmanuel Macron aura surpris, agacé au sein de son propre gouvernement. Sur son bilan à Bercy, le déclic espéré n'a pas eu lieu, du moins pas encore, car l'impact d'une politique économique se fait sur plusieurs années. Plutôt apprécié des chefs d'entreprise qui l'ont maintes fois souligné hier dans les allées de l'université d'été du MEDEF. Emmanuel Macron, en revanche, était très critiqué par les syndicats, notamment par le patron de la CGT, qui par ailleurs reste mobilisé contre la loi travail et annonce une journée de manifestation le 15 septembre prochain. On écoute tout de suite Philippe Martinez. Le 15 septembre, c'est le premier rendez-vous. Sur le mot d'ordre, vous l'avez compris, nous voulons une loi qui était mauvaise au printemps, elle est toujours mauvaise à l'automne. Et donc, la question de l'abrogation de cette loi, c'est un des mots d'ordre pour cette rentrée. Voilà, rendez-vous pris. Donc le 15 septembre pour les opposants à la loi de travail. L'autre actualité économique du jour, c'est ce coup de tonnerre, cette amende record infligée à Apple. 13 milliards d'euros, plus les intérêts, une somme gigantesque que Bruxelles réclame à Apple en remboursement de tous les avantages fiscaux jugés indus perçus pendant la période 2003-2014. L'entreprise de Tim Cook a évidemment immédiatement annoncé vouloir faire appel. Washington, de son côté, a vivement critiqué la décision de la Commission, n'excluant pas de prendre des mesures de rétorsion. On écoute le porte-parole de la Maison-Blanche, George Ernest. Sous l'administration Obama, nous avons indiqué plusieurs fois notre volonté de nous battre pour les contribuables et entreprises américaines à l'étranger quand elles sont traitées injustement. Là, visiblement, les marchés avaient anticipé le montant de l'amende. Oui, car l'action d'Apple a perdu moins de 1%, 0,77%, très exactement hier à New York, donc c'est assez peu. Et plus globalement, Wall Street n'a pas du tout été marqué par cette amende. Certes, le Dow Jones et le Nasdaq, vous le voyez, terminent en baisse, mais l'actualité d'Apple a quasiment pas joué sur ces résultats. La séance étant restée très calme et la baisse plutôt due aux spéculations sur un resserrement monétaire prochain de la Réserve fédérale après les bons chiffres de la consommation américaine lundi. En Asie, c'est ce matin tendance plutôt au vert. Shanghai, Hong Kong Shanghai et le Nikkei à Tokyo sont en hausse. Le Nikkei a même terminé, vous le voyez, en hausse de 0,97% malgré la production industrielle qui a stagné au mois de juillet. Seul le Hong Kong est en très légère baisse et le Kospi également, moins 0,57%. L'actualité en bref et en images, on commence avec cet accord qui vient mettre un terme à la crise du lait en France. Après une semaine de conflit, les éleveurs et numéro 1 mondial des produits laitiers Lactalis se sont mis d'accord
sur un prix du lait à 290 € en moyenne les 1000 litres. C'est 30 centimes de plus qu'auparavant. Les producteurs obtiennent par ailleurs une enveloppe supplémentaire de 50 millions d'euros de la part du ministère de l'Agriculture qui s'ajoute aux 50 millions d'euros promis par la Commission européenne. La FNSEA, le principal syndicat d'agriculteurs, satisfaite, a appelé à lever l'ensemble des barrages. Free en grande forme, Iliad, la maison mère de l'opérateur français, a enregistré une progression nette de son bénéfice de 17% au premier trimestre. Au premier semestre, le groupe de Xavier Niel a séduit plus de 120 000 nouveaux abonnés. Le chiffre d'affaires est lui aussi en hausse de 6% à 2,3 milliards d'euros. Et enfin, Alstom, choisi pour le TGV du futur, le constructeur ferroviaire français a signé un partenariat d'innovation pour la conception d'un nouveau modèle de train à grande vitesse. C'est un projet à 50 milliards d'euros. Les deux groupes tiendront une conférence de presse le 7 septembre prochain. On termine, Christophe, avec le premier vol commercial entre les États-Unis et Cuba prévu pour aujourd'hui. Il reliera Fort Lauderdale en Floride à Santa Clara, au centre de l'île de Fidel Castro. Après plus de 50 ans d'interruption, c'est donc la compagnie JetBlue qui effectuera la première liaison entre les deux pays, longtemps ennemis. Parmi les passagers de l'Airbus A320, il y aura le secrétaire d'État américain au transport Anthony Fox, le PDG de la compagnie, évidemment des journalistes, mais aussi environ 70 voyageurs ordinaires. Même si, rappelons-le, sauf exception, la loi américaine interdit toujours à ses citoyens de faire des séjours touristiques à Cuba. Merci beaucoup, Christophe. On se retrouve tout à l'heure pour l'ouverture des marchés européens. Et nous, on se revoit juste après la pause. À tout de suite.